Thiaroye-Yeumbeul, nous sommes aujourd'hui au niveau de la banlieue, bien sûr, comme on a l'habitude de faire aujourd'hui avec donc c'est Thiaroye-Yeumbeul. Nous sommes avec un responsable de l'éducation, directeur d'une école, il va se présenter. Nous allons aborder en fait essentiellement sur les questions de l'heure, au moment où en fait nous entamons en fait les ouvertures des classes. Présentez-vous alors. Je dis bonjour à tous ceux qui regardent Thiaroye-Yeumbeul. Je me présente, je suis M. Koulidien, directeur du collège privé Espérance de Yeumbeul, route de la Marine. Donc aujourd'hui, nous allons nous entretenir pour vous donner la modeste expérience que nous avons de l'école sénégalaise et éventuellement tout ce qui a trait à la maladie du Covid par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de l'école sénégalaise en 2020. Merci. En fait, si on compare aujourd'hui, en fait, cette année par rapport aux années précédentes, est-ce que le concept Ubitei Djengitei, ça se réalise, le concept Ubitei Djengitei? Est-ce que, en fait, comment ça se fait en cette période où le Covid impacte le système éducatif? Effectivement, nous avons ouvert les classes pour l'année scolaire 2020-2021 le 12 novembre 2020. Une ouverture quand même qui a été effective, hein, mais quand même très morose. Hein. Vraiment, il n'y a pas encore d'engouement parce que jusqu'à présent, les gens ne se sont pas ressaisis des impacts du Covid-19. Ce qui fait que, et compte tenu aussi, n'est-ce pas, des difficultés quotidiennes des parents d'élèves, n'est-ce pas, que ce soit du public ou du privé, alors l'ouverture des classes a été vraiment morose. La majeure partie des élèves ne sont pas encore inscrits, donc cela est évident, surtout pour l'école privée laïque, parce que quelquefois pour le confessionnel, la situation ne se présente pas dans la même configuration. Mais est-il toujours dit que nous avons ouvert, parce que c'est officiellement le ministère de l'Éducation qui est une institution qui règle la situation scolaire au Sénégal, qui a donné la date, et donc tout le monde doit respecter cette date-là. C'est pourquoi le 12 à 7h30, l'ensemble du personnel et quelques parents d'élèves étaient là pour honorer ce grand jour qui est la reprise de l'année scolaire au Sénégal. Mais est-il toujours dit que vraiment ça reste, il n'y a pas encore d'engouement. Donc, Ubitei Djangitei, c'est tout ce que tout le monde souhaitait, mais malheureusement, dans un certain contexte, cela n'a pas été possible. Nous sommes en train de maintenant de continuer la mise en place et l'inscription et le recrutement des enfants. Qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation? C'est le Covid-19 ou bien en fait, ce sont les élèves ou bien c'est au niveau des parents? Qu'est-ce qui explique cette situation? Oui, vous savez, quand il y a un problème, souvent on ne peut pas l'expliquer sous un seul angle. Il y a tout un ensemble de paramètres qui font que les Sénégalais sont impactés souvent par rapport à ce qu'ils doivent faire. Et parmi ces paramètres-là, parmi ces variables-là, il y a la situation financière des parents d'élèves. Il y a aussi le fait que le Covid aussi a impacté sur l'ensemble du système économique au Sénégal et partout ailleurs dans le monde. Et aussi, les Sénégalais, d'habitude, c'est des gens qui ont l'habitude de revenir toujours à la dernière minute, aux dernières heures. Cela fait plus ou moins, quelquefois, ça appartient à notre culture finalement. Donc voilà les éléments qui ont fait que, alors, l'année scolaire n'a pas pu démarrer. L'autre fait, c'est que aussi que sur le plan de l'ensemble des éléments qu'on doit réunir pour une bonne ouverture des classes, pratiquement, il y a beaucoup de manquements. Il y a beaucoup de manquements. Quand bien que pour l'enseignement public, l'État fait de gros efforts, hein, mais quand même, il y a encore des choses à faire. Pour l'enseignement privé, dans le domaine où je suis, je sais que les réalités ne sont pas les mêmes. Et par voie de conséquence, nous gérons la situation selon ce qu'elle demande et selon ce que la situation nous impose. Voilà.
Donc nous sommes toujours dans la banlieue, nous sommes dans la banlieue. Qui dit banlieue parle de la vulnérabilité, donc vous avez tantôt parlé aussi de la situation financière des parents d'élèves. Est-ce que encore, en fait, les recommandations des autorités sanitaires en ce moment ont été respectées au niveau des établissements? Selon vous, est-ce que, en fait, c'est vrai que c'est un peu difficile, est-ce que ça a été respecté pour quand même, en fait? Bon, effectivement, l'ensemble des recommandations qui sont données par les autorités sanitaires ont été plus ou moins allégées, parce que finalement au Sénégal, le président de la République avait finalement libéré les gens, et que dès l'instant qu'on devait vivre avec le Covid-19, alors il était sous la responsabilité de chacun de respecter les mesures de barrière et de garantir sa sécurité sanitaire. Donc c'était une question de responsabilité individuelle finalement, parce que ne sachant pas quand est-ce que le Covid va partir, nous sommes obligés de vivre avec ce Covid-là, comme l'avait déjà dit le président de la République et d'autres techniciens de la santé, sachant que le Covid est une pandémie qui est venue et qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc il fallait apprendre à vivre avec le Covid. Mais néanmoins, nous au niveau de notre école, nous avons pris les mesures qui permettront aux enfants d'être plus ou moins en sécurité. C'est-à-dire de ne pas mettre des classes pléthoriques. Permettre aux enfants d'être dans les classes, des classes aérées, mais non pléthoriques. Donc, jouer sur les effectifs des classes. Et aussi, demander à tous les parents d'élèves de donner à leurs enfants des masques. À chaque fois quand l'enfant vient à l'école, l'enfant doit venir avec son masque. Et maintenant, nous avons les thermoflash qui sont là. Et nous aussi, à chaque fois, on essaie, en tout cas, de contrôler les enfants à partir de la porte. Donc, nous essayons, en tout cas, de faire moins de dégâts. Et nous essayons encore, en tout cas, d'aider les gens à respecter les réglementations. Et je crois qu'avec un petit effort, la situation pourrait pas être catastrophique. Le plus important, c'est les effectifs dans les classes. Il ne faut pas qu'il y ait des effectifs pléthoriques. Mettre dans une classe 90 élèves, 95 élèves, 97 élèves, je dis que ça, si on le fait, il sera extrêmement difficile de régler le problème. Mais quand on fait quand même un système d'effectifs qui nous permet, n'est-ce pas, de faire une distanciation entre les enfants, ne serait-ce que d'1 mètre, c'est-à-dire qu'on fait au maximum 2 élèves par table. Parce qu'une table a une largeur de peut-être de 90 à 95, c'est presque 1 mètre. Donc si 2 enfants s'asseyent sur une table, ça permet d'avoir une distance plus ou moins réglementaire par rapport à la distanciation. Et maintenant, plus avec le masque, je crois que dans ces conditions-là, les enfants peuvent ne pas être en danger à l'école. Voilà. Cette situation dont les enfants n'ont pas l'habitude de vivre à l'école, les enfants avaient l'habitude de jouer ensemble, venir de se rassembler des fois. En même temps, en fait, les enfants qui avaient l'habitude en fait, d'entrer dans les classes en fait, au mois d'octobre, est-ce que cela ne va pas impacter sur le niveau des élèves, sur en fait, leur situation environnementale, etc. Oui, effectivement, vous savez, à chaque fois quand il y a une nouvelle orientation, ça peut avoir des conséquences. Mais nous allons faire en sorte que nous allons amoindrir les conséquences de ces nouveaux comportements par rapport aux enfants. Parce que regardez bien, en dehors des classes, les enfants sont dans la rue, ils sont dans les terrains de football. Il n'y a aucune distanciation, les gens, ils jouent, ils se parlent. Donc, je dis que à l'école, quand même, la situation est beaucoup plus légale. C'est-à-dire, nous faisons en sorte que les enfants soient en sécurité. Mais tu sais, un enfant qui vient en classe avec un masque, ça l'empêche peut-être de s'exprimer correctement, surtout en lecture, surtout en question de vocabulaire, surtout en réponse. On voit que c'est pas, je ne dis pas que c'est pas décent, mais c'est gênant pour l'enfant. Et ça peut aussi affecter l'enfant, un énervement par exemple, qui l'empêche de ne pas être à l'aise en classe et de tirer le maximum possible, n'est-ce pas, de ce qu'il apprend dans sa classe. Tout ça, c'est possible. Mais est-il toujours que nous allons essayer, en tout cas tant bien que mal, de permettre aux enfants de s'adapter et de ne pas avoir peur. Et même dans l'expression de la classe, que les enseignants comprennent aussi quelquefois que quand on a le masque, il n'est pas possible de parler.
c'est un peu gênant. Mais au fur et à mesure qu'on avance, je crois que les enfants vont s'habituer et ça leur permettra d'avoir quand même un tempérament et un comportement beaucoup plus adéquat pour un apprentissage correct dans les classes. Okay. Voilà, on revient un tout petit peu sur la situation de certaines écoles privées, d'autant plus que nous sommes dans une école privée. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde est impacté par cette maladie. Tout le monde est impacté par cette maladie. Aujourd'hui, on nous impose à certains parents d'élèves quand même de payer les mois qui n'ont pas été en fait il y a des responsables des établissements qui refusent de délivrer des bulletins à des élèves qui n'ont pas payé 3 mois, qui n'ont pas été. Comment vous analysez cette situation en cette période où en fait cette maladie affecte tout le monde? Vraiment, vous avez posé une question qui me brûlait d'ailleurs les lèvres. Et vous m'avez donné l'opportunité aussi de pouvoir dire exactement ce que je pense par rapport à ce fait, qui est un fait extrêmement sérieux et dangereux et malhonnête. Parce que moi, quand je sais que nous sommes tous des Sénégalais, quand bien qu'une école privée est une entreprise, quand bien qu'une école privée a la charge de fonctionnement, la charge de location et la charge du personnel, cela n'autorise pas à un déclarant responsable ou un directeur d'école d'imposer à des parents le paiement des mois qui n'ont pas été enseignés. Je dis que ça, c'est foncièrement malhonnête et c'est foncièrement ingrat. Et c'est pourquoi je voudrais m'adresser au ministère de l'Éducation nationale, qui est notre tutelle, à ce que le ministère ne porte pas de gants pour faire face à ces brigands. Parce que la déontologie de l'enseignement privé nous dit que le contexte lucratif ne doit pas être mis en évidence pour impacter sur le comportement scolaire, pour impacter sur la rentabilité, pour impacter sur la production scolaire. Ça, c'est dans les textes. Une école privée, d'accord, elle est privée, mais on te dit que le contexte lucratif ne doit pas entraver alors le droit de l'enfant pour aller à l'école, le droit de l'enfant pour avoir ses droits à l'école, notamment son bulletin de composition, son certificat de scolarité, son livret scolaire. Ça, le ministre a été très clair. Ça appartient à l'État, ça appartient à l'institution, et non même pas à l'école. Donc, ça appartient aux enfants et aux parents d'élèves. Rien ne doit justifier qu'une école retienne ses papiers administratifs. Et rien ne doit justifier un égoïsme, une ingratitude qui demande aux parents d'élèves de payer les mois du corona, du Covid, qui n'ont pas été enseignés. Ça veut dire que c'est mal et c'est pas sérieux. À ce que je cherche, toutes les écoles avec qui je suis en train de collaborer, nous tous, nous avons demandé aux parents de ne même pas payer le mois de mars. Parce que le mois de mars, nous l'avons enseigné à moitié, d'accord. Mais nous avons fermé les écoles avant la fin du mois. Et peut-être les parents avaient déjà payé le mois de juillet. Donc on remplace le mois de juillet là au moins pour le mois de mars. Donc ces gens qui banalisent un propos à peu près les textes, c'est des gens qui banalisent les... Non, c'est-à-dire, vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. C'est parce qu'on a prostitué l'enseignement privé. N'importe qui peut ouvrir l'école, n'importe où et n'importe comment. Quelqu'un qui a une chambre, 2 chambres, 3 chambres, il met la peinture, il met des bancs, il dit que j'ai une école privée. L'État doit prendre en charge ces choses-là. L'État doit arrêter ça. C'est un désordre. C'est un désordre. L'enseignement privé aujourd'hui au Sénégal, que ce soit l'enseignement privé de l'enseignement général, que ce soit l'enseignement privé sur le plan de l'enseignement professionnel, mais il y a du n'importe quoi. On ne doit pas laisser les Sénégalais faire n'importe quoi avec les Sénégalais. L'éducation est une chose sérieuse. C'est parce qu'à partir de là qu'un pays se développe. Un pays sans une bonne éducation ne peut pas avancer. Parce que c'est l'éducation au niveau de l'agriculture, l'éducation au niveau de l'élevage, l'éducation au niveau de la technique, de la chimie, etc. Donc c'est l'éducation qui est la base fondamentale alors d'une société. Il ne faut pas que l'État ait la faiblesse de laisser les gens faire de n'importe quoi avec l'école. Parce que faire de n'importe quoi avec l'école, c'est faire de n'importe quoi avec nos enfants. Et nous n'avons pas ce droit-là. Nous, aujourd'hui, qui sommes à la tête des écoles, vous, aujourd'hui, qui êtes à la tête de l'État, vous êtes passés dans des écoles. C'est l'école qui vous a formés. C'est ce qui était là, qui avait la charte de l'école. Ils vous ont permis
d'être aujourd'hui des ministres, des directeurs d'écoles privées, des ingénieurs. Mais il faut rendre la monnaie à cette jeunesse-là. Il ne faut pas qu'on laisse l'école à la merci de la recherche effrénée, non réorientée de l'argent. Ça, c'est inadmissible. Ces écoles-là n'ont pas le droit de faire payer aux parents d'élèves les mois qui n'ont pas été enseignés durant le Covid. Ok, donc cela veut dire tout simplement qu'il y a en fait également le problème du niveau de certains enseignants, de certains enseignants au niveau de... Non, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories qui viennent aujourd'hui au niveau de l'enseignement privé. Il y a ceux qui viennent ouvrir des écoles parce que c'est des enseignants, c'est des professionnels. Ils ont la déontologie, la conscience professionnelle qu'il faut pour savoir que l'enseignement privé peut contribuer au développement de la nation. Ils en font peut-être un gagne-pain, mais ils n'en font pas une façon de s'enrichir. Et il y a maintenant d'autres qui sont des capitalistes, qui ont pris leurs propres moyens et qui ont investi, qui ont fait des écoles et qui ne servent que le profit. Qu'il y ait le niveau, qu'il y ait l'éducation, parce que mais l'enseignement et l'éducation, ça fait deux. Hein. C'est l'éducation d'ailleurs qui doit aller de pair avec l'enseignement. Mais un enseignement sans éducation, ça n'a pas de sens. Une éducation sans enseignement, ça n'a pas de sens. Donc l'État doit revoir maintenant à qui remettre des autorisations pour ouvrir des écoles privées. C'est ça que je voulais dire. Voilà, donc ça c'est effectivement la situation des écoles privées. On sait que dans la banlieue regorge également regorge pas mal d'écoles privées. Revenons un tout petit peu également d'une manière générale au système éducatif sénégalais. Comment analysez-vous aujourd'hui le système éducatif sénégalais en fait, qui est confronté à d'énormes difficultés, des grèves par-ci, des grèves par-là, le manque d'enseignants, extra. Oui, vous savez, à partir des indépendances, le Sénégal avait un très bon système éducatif. Et ce système éducatif avait permis au Sénégal d'avoir des sommités sur le plan international. Les plus grands intellectuels de l'Afrique francophone, après les indépendances, étaient en majeure partie des Sénégalais. Parce que le système sénégalais qui a été conçu dans les premières heures de notre indépendance, pensé par Senghor et Mamadou Dia, était un très bon système et qui avait produit des intellectuels de qualité et de haute facture. Mais il s'est trouvé qu'à partir de 1970, le Sénégal a commencé à avoir la sécheresse. Ça a impacté sur les moyens de l'État. Donc l'État aussi a commencé à s'adapter par rapport à ces dispositions financières. À partir des années 70 jusqu'en 80, la sécheresse qui venait d'arriver, la détérioration des termes de l'échange, n'est-ce pas, et le choc pétrolier du Koweït ont fait que les pays africains ont beaucoup souffert. Donc à partir des années 80, il a fallu, pour l'ajustement structurel, essayer de trouver un autre système éducatif adapté au contexte financier de l'heure. Ce qui fait que, alors, le système éducatif sénégalais, qui était un très bon système, a été agressé par un ensemble de réformes circonstancielles, non adaptées, non adaptées et non utiles, qui ont fait que le Sénégal, de par l'agression de son système éducatif, de 1980 à aujourd'hui, a perdu une vitesse, a perdu presque les 95% de sa vitesse au niveau de l'éducation. Donc historiquement, c'est ça qui a amené le Sénégal dans la situation où elle est aujourd'hui. Alors, ce qui fait que, quand les gens, par rapport au contexte financier, par rapport aux mesures draconiennes imposées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sur l'instrument structurel, la détérioration des termes de l'échange, les sécheresses, n'est-ce pas, les variations du choc du pétrole, hein, alors on fait que les pays africains ont souffert entre 1980 et pratiquement 2000. Et c'est valable pour tous les autres systèmes, le système de santé, le système économique, le système d'éducation. Tous les systèmes ont été affectés parce que les Africains n'avaient pas la capacité de pouvoir se rebuffer pour en tout cas essayer d'amortir le choc de ces différentes mesures-là. C'est pourquoi les mesures circonstancielles ont désarticulé le système éducatif sénégalais. Et la désarticulation du système éducatif sénégalais a entraîné
n'est-ce pas, de nouvelles méthodes de l'éducation et même des manuels non adaptés au niveau de l'éducation. Ce qui a fait que de 1980 à aujourd'hui, le niveau intellectuel de notre classe estudiantine a pris une courbe descendante et une chute vertigineuse qui fait qu'aujourd'hui, même les enseignants qui sont dans les classes, ils ont la difficulté de vous parler français correctement. À la place de le, ils mettent là. À la place de là, ils te mettent le. Ils ne savent pas faire la concordance des temps. Ils ne savent pas faire les accords grammaticaux. Donc, vous voyez, c'est le système qui a été désarticulé. Parce que tout simplement, le contexte financier avait demandé des possibilités d'adaptation pour ne pas laisser les enfants dans la rue. C'est ce qu'on appelle le système extramuros-intramuros, ce qu'on appelle le système CORT, le système double flux, le système multigrade. Tout cela, c'était des systèmes qui ont été créés pour l'adaptation sur le contexte financier de l'heure. Mais tout le monde sait que c'était des systèmes, ou bien c'était des méthodes qui n'avaient aucune portée pédagogique et qui ne pouvaient pas faire avancer l'école sénégalaise. Et c'est pourquoi la conséquence aujourd'hui, quand vous allez même jusqu'à l'université, il y a même des assistants d'université qui ne peuvent pas vous parler correctement le français. Et c'est pourquoi, sur les matières scientifiques, ce qui enseignent aujourd'hui dans les écoles privées au Sénégal, mais c'est des Burkinabés, c'est des Ivoiriens, c'est des Maliens, etc. Mais tous les Sénégalais aujourd'hui vont faire la série L2, la série L'2, la série 1. Mais la série S1, la série S2, la série S3, on trouve des classes de 15 élèves en terminale, de 12 élèves en terminale. C'est parce que le système n'est plus bon. Il faut que le Sénégal repense un autre système, en adéquation avec qu'ils mettent les moyens financiers qu'il faut, si nous voulons avoir un très bon système éducatif. Mais l'État débloque des moyens chaque année. Oui, mais écoutez, débloquer les moyens est une chose, et l'efficacité en est une autre. Parce que souvent, ce que vous constatez, c'est que même si l'État débloque des moyens, les moyens ne vont pas directement aux ayants droit. On achète des Pajero, on achète je ne sais pas de quoi. Ce sont ces gens-là qui gèrent ce système, n'est-ce pas, qui profitent de cet argent-là. Nous avons ici le PUDC, nous avons ici le PDF, nous avons ici le PDHR. Tout ça ont été créés pour aider l'enseignement. Mais l'État a donné près de 40% de son budget à l'éducation. Donc c'est le système éducatif qui a été politisé. Non, c'est le système éducatif qui n'est pas un système fonctionnel. C'est un système arrangé, circonstanciel. À chaque fois, on essaie de trouver un moyen pour échapper, un moyen pour... Mais une profonde étude sérieuse pour un système éducatif cohérent, efficace, rentable, satisfaisant, ça pose problème au Sénégal. Vraiment, je voudrais encore une fois que M. le Président de la République, qui fait beaucoup d'efforts pour l'école sénégalaise, que les gens se réunissent encore. Il y a tellement d'états généraux de l'éducation. Quand on fait les états généraux de l'éducation, n'est-ce pas, les rapports, etc. sont dans les tiroirs. Personne ne les exploite. Combien de fois on a fait les états généraux de l'éducation? Et les états généraux là que nous faisons, les autres pays les prennent dans nos tiroirs et les appliquent. Nous, on n'applique rien. Parce que quelquefois, pour des intérêts crypto-personnels, on ne dit pas au président de la République, au président Macky Sall, vraiment la vérité, la réalité, qu'est-ce qui se passe réellement dans ce pays-là, dans l'éducation. Et c'est pourquoi la haute administration n'est pas bien informée de ce qui se passe réellement dans l'école sénégalaise. Okay. Rappelons que nous sommes avec M. Kolidjan, le directeur de l'école Expérience, Thiaroye Yeumbeul, comme vous l'avez dit. C'est l'information au cœur de la banlieue. Nous, on parle sur l'éducation, en fait, qui fait partie quand même des piliers importants. Aussi l'éducation qui est la clé de toutes les portes. On parle de l'éducation au moment où en fait la maladie du coronavirus impacte en fait le secteur. On parle de l'éducation sénégalaise qui est impactée également par beaucoup de facteurs, bien sûr, il faut qu'on le dise. Monsieur Dian, on parle également. Comment analysez-vous également en fait la multiplication des organisations syndicales
qui se disent aujourd'hui, en fait, qui crient sur tous les toits, qui revendiquent quand même, qui revendiquent aussi, les besoins, qui revendiquent les besoins des... Est-ce que, en fait, ces organisations également n'ont pas failli à leur mission? Vous savez, monsieur Mbouy, vous qui m'avez donné l'opportunité aujourd'hui de parler de l'éducation sénégalaise, et sur l'ensemble des différents points, et qu'aujourd'hui, vous m'avez posé le problème concernant les mouvements syndicaux. Vous savez, le syndicat, ce n'est pas une association pour aller contre un régime. C'est presque un groupement d'intérêt économique qu'on appelle syndicat, qui sont là pour la défense des intérêts matériels et moraux d'un groupe d'individus. Donc, si au niveau de la corporation éducative, on trouve plus d'une trentaine de syndicats, c'est parce que le contexte n'est pas sérieux. Le syndicat n'est plus alors pour les enseignants, mais c'est des syndicats pour des intérêts crypto-personnels et pour des groupes d'individus. Et ça, l'État ne devait pas l'accepter. Vous savez, un État, c'est lui qui réglemente les choses. Un État, c'est lui qui nivelle les choses. Un État, c'est lui qui harmonise les choses. C'est l'État sénégalais qui doit prendre sa responsabilité et dire que, au niveau de toute, quelle que soit la corporation, elle ne peut pas dépasser 3 syndicats ou 2 syndicats. Si dans la corporation enseignante, il y a déjà un syndicat 2, que le ministère de l'Intérieur, que le ministère de je ne sais qui, ne parviennent plus, ne puisse plus autoriser une autre structure syndicale. Comme on limite les mandats présidentiels, c'est plus important qu'un syndicat. Et pourtant, aujourd'hui, on se bat sur le 3e mandat, sur le 2e mandat. Pourquoi on peut laisser les autres les autres instances maintenant, chacun faire ce qu'il veut? Je dis que ce n'est pas normal. C'est l'État qui doit dire, écoutez, pour chaque corporation, on ne peut admettre au maximum que 2 syndicats ou que 3 syndicats. En tout cas, que ce soit limité. Et qu'on s'en tienne là. Dans le milieu enseignant, ce qui se passe, ce n'est pas sérieux. À chaque fois, ils sacrifient les enfants et au bout du tunnel, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ça finit par des négociations et par des compromissions. Je dis que ça, ce n'est pas sérieux et le Sénégal ne mérite pas ça. Il faut que les enseignants reviennent à la raison. Qu'ils sachent que dès l'instant que Dieu nous a donné la chance d'être des intellectuels, on doit être des intellectuels honnêtes, conséquents, conscients. Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire dans la conscience, dans la confiance, dans la déontologie. Alors, mais on ne doit pas s'orienter uniquement pour la satisfaction, n'est-ce pas, libidinale ou bestiale, parce que je ne dirais même pas financière. Il faut que les gens arrêtent de se jouer de ce pays-là. L'enseignant auparavant était un modèle. L'enseignant était le président de la République dans sa localité. L'enseignant était le gouvernement dans sa localité. L'enseignant était un juge dans sa localité. L'enseignant était un médecin dans sa localité. L'enseignant était tout. C'est-à-dire que c'est l'enseignant qui représentait l'État dans la zone d'évolution. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des enseignants qui se transforment en photographes, des enseignants qui se transforment en commerçants, des enseignants qui se transforment en trafiquants, des enseignants qui se transforment, des enseignants qui se transforment. Donc aujourd'hui, l'école est abandonnée. Par ceux qui étaient censés la protéger. Par ceux qui vivent de l'école. Parce que le cultivateur là-bas qui est à Ndiaganyao, il ne vit pas de l'école. Mais toi, enseignant, qui s'est fait enseignant professionnellement et qui vit de l'école, tu fais vivre tes enfants. Alors toi, tu dois prendre tes responsabilités et sauver l'école. Ce qui se passe au Sénégal, c'est du désordre et c'est même gênant et c'est même inadmissible. Donc l'État doit prendre des mesures et arrêter ça. Que l'Assemblée nationale se réunisse sur la demande du président de la République et de son gouvernement pour qu'on revoie le contexte syndical au Sénégal. Ok, c'est ça que j'avais à dire. Nous sommes à terme de cette émission.
M. Dieng, maintenant, pour résoudre définitivement le problème, selon vous, quels sont les paliers qu'on doit mettre aujourd'hui en place pour quand même réglementer le système ou bien mettre en ordre, en fait, pour régler cette situation de l'éducation au Sénégal? Oui, c'est-à-dire, monsieur, il faut comprendre qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Dès l'instant que nous sommes habités par une intelligence, par un ensemble de connaissances, et nous avons aussi tant bien que mal des moyens, nous avons aussi alors le potentiel humain qui est à la hauteur de redresser cette école-là. Il suffit tout simplement qu'il y ait d'abord l'amour de sa patrie. Il suffit tout simplement d'un engagement politique. Il suffit simplement de quelques moyens pour que, définitivement, qu'on trouve les moyens de remettre l'école sénégalaise dans de bons auspices. Et c'est possible. Nous en avons les moyens, nous en avons la capacité intellectuelle, nous en avons le potentiel humain. Donc ce qui nous reste tout simplement, c'est l'harmonisation des orientations politiques. Un État doit avoir une planification. Et depuis que Abdoulaye est arrivé au pouvoir, le Sénégal n'a pas un ministère de la planification ou un département de la planification. À partir de 2020, l'école sénégalaise est à tel point. Où est-ce que nous voulons la monnaie en 2025? À court terme, à moyen terme et à long terme. Donc nous voulons, d'ici 5 ans, arriver là. Nous voulons, d'ici 15 ans, faire ceci. Nous voulons, d'ici 50 ans, avoir ceci. C'est-à-dire, même Dieu, quand il crée le monde, il a fait une planification. Il pouvait dire, tout de suite, et que le monde existe. Mais Dieu, il l'a fait en combien de jours? En 6 jours. En 6 jours. C'est Dieu qui nous a appris la planification. Donc nous demandons au président de la République, encore une fois, de ramener un département de la planification pour que lui qu'il puisse avoir, alors, comment je peux l'avoir, pour qu'il puisse avoir un contexte qui lui permet d'avoir le Sénégal où est-ce qu'il est aujourd'hui et où est-ce qu'il veut amener le Sénégal demain. Il faut qu'on ait une planification. Parce que la planification au niveau des différents départements, ça c'est des planifications purement structurelles. Mais la planification nationale doit être à court terme, à moyen terme et à long terme. On se pose des objectifs dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, comme l'a fait le président de la République. Il dit que pour l'horizon 1935, qu'est-ce qu'on veut du Sénégal? Et ça, on devait le faire en matière d'éducation, en matière de santé. Donc il nous faut une planification. En dehors de cette planification-là, il faut que, parce que vous savez, le poste de ministre, c'est un poste politique. Le ministre peut même ne pas être de l'éducation. Mais son staff technique qui l'encadre, ses conseillers, son directeur de cabinet, son secrétaire général, ça doit être des gens qui sont à la hauteur. On n'a pas besoin pour que le ministre soit un professeur. Non, non, non. Parce que le ministre a un cabinet technique qui est avec lui. Ce sont ces gens-là qui doivent être valables et connaissant, maîtrisant les domaines dans lesquels on les responsabilise. En ce moment-là, je crois que ce sera encore un élément pour pouvoir régler le problème. L'autre niveau, il faut aussi que le président de la République, non seulement qu'il donne les moyens, mais donner les moyens ne suffit pas. Parce que si vous donnez les moyens et vous ne garantissez pas l'aboutissement des moyens aux ayants droit,
hein, qui vont directement dans le système et qui font évoluer le système, ça n'a pas de sens. Donc il valait même mieux de ne pas les donner. Parce que ces moyens-là que vous donnez vont finir dans la poche de certains. Et en ce moment-là, vous allez dire que vous avez donné alors que l'école n'en a pas reçu. Donc il faut les moyens, mais il faut s'assurer à ce que les moyens arrivent directement et soient utilisés pour effectivement les orientations de l'école. Là aussi, c'est un problème. Le dernier contexte maintenant, c'est quoi? C'est d'avoir maintenant une réflexion harmonisée. Une réflexion harmonisée, c'est quoi? Permettre à tous les acteurs de l'école sénégalaise de pouvoir dire ce qu'ils pensent dans une cellule, n'est-ce pas, de consultation qui ramasse les informations et qui fait un document de travail qu'ils envoient au gouvernement, au président de l'éducation et au président de la République pour qu'il ait une feuille de route en adéquation avec sa planification. Voilà donc les éléments sur lesquels je pense que si les Sénégalais, si le gouvernement, si le peuple sénégalais avait pris ces différents éléments, n'est-ce pas, comme arme, je crois que le système éducatif peut en tout cas avoir donné une satisfaction dans le sens de l'intérêt de la nation. Un mot également à l'endroit des parents d'élèves qui sont malgré une situation qu'ils sont en train de vivre quand même, en fait, c'est débrouillé tant bien que mal pour soutenir leur progéniture. Effectivement, si on avait parlé de l'école et que nous ayons oublié les parents d'élèves et les élèves, ce serait une faute très grave. Parce que quand même, ils sont un maillon très important dans le système. S'il n'y avait pas de parents, il n'y aurait pas d'élèves. Et s'il n'y a pas d'école d'élèves, il n'y a pas d'école. Donc ces parents d'élèves-là, qui nous ont donné une progéniture et qui nous ont confié leur progéniture, nous les remercions. Et nous leur demandons encore de ne pas démissionner. Il faut qu'ils continuent à encadrer, à orienter, à être à côté de leurs enfants, pour que ces gosses-là, à l'avenir, qu'ils aient la capacité de vivre de par leur intelligence et de par leur savoir. En dehors de ça, je remercie aussi, en passant, les élèves, mais surtout, leur demander de mettre du sérieux. On te dit que dis-moi quel jeune tu as, je te dirai quel peuple tu auras, quelle nation tu auras. Ils sont l'espoir de ce pays-là. Nous avons été des jeunes comme eux. Aujourd'hui, nous sommes à la charge de l'État. Demain, ce seront eux. Qu'ils s'orientent vers la recherche du savoir. Parce que dans l'adage dit que qui sait peut. Donc, et vouloir, c'est pouvoir. Si on ne sait pas, on ne peut rien. Si on veut et qu'on ne sait pas, on ne peut rien. Donc c'est le savoir aujourd'hui qui domine le monde. C'est le savoir qui est la richesse. C'est le savoir qui est la force, la puissance. C'est le savoir qui est l'argent. C'est le savoir, c'est le savoir, c'est le savoir. Donc, la jeunesse du Sénégal, je vous demande d'aller vers le savoir. Et que ce savoir-là soit cimenté par une très bonne éducation. La richesse du savoir, une très bonne éducation, n'est-ce pas, armée de patience, ça permettra à la jeunesse sénégalaise d'aboutir et de voguer dans des eaux paisibles jusqu'à l'aboutissement de leur bateau au port qu'ils désirent. Au-delà de ça, je m'adresse maintenant au président de la République, Macky Sall. Nous, de l'enseignement privé, en dépit de tout ce qu'il y a comme problème et de toutes les charges de l'État, dans tous les domaines, nous avons vu la contribution qu'il a fait dans le sens de soulager l'enseignement privé. C'est-à-dire, il nous a donné 3 milliards pour l'école sénégalaise, pour l'enseignement du privé du Sénégal. Ça, nous en sommes très reconnaissants. Et nous prenons à sa juste valeur, à la propre mesure de ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi on ne peut pas ne pas vraiment alors souligner cette réaction du président de la République vers l'enseignement privé. Nous le remercions sincèrement et lui souhaitons que toutes les entreprises qu'il mène vers le sens de l'amélioration des conditions éducatives du Sénégal
qu'il y a le dimbali ko ci. Je vais terminer avec une adresse au ministre de l'Éducation nationale. C'est monsieur Talla. De par ma voix, le secteur de l'enseignement privé demande à ce que l'on donne plus aux bacheliers sénégalais une autorisation d'enseigner dans l'enseignement moyen. Que désormais tous les bacheliers soient autorisés pour aller dans l'enseignement élémentaire. Parce qu'aujourd'hui, pour faire le CFI au Sénégal, il faut avoir le bac, ce n'est plus le brevet. Donc nous demandons aussi qu'au niveau des autorisations, que les bacheliers soient aujourd'hui orientés uniquement vers l'enseignement élémentaire. Qu'aucun bachelier ne soit plus autorisé pour l'enseignement moyen. Parce que nous avons constaté que à partir de quelques années, nous ne pouvons plus avoir d'enseignants au niveau de l'enseignement élémentaire. Tous ceux qui ont le bac, on les donne des autorisations pour aller au niveau de l'enseignement moyen. Il y a tellement de maîtrisards, tellement de licenciés, tellement de duels, tellement de DS, hein, licence 1, licence 2, licence 3, ils sont nombreux au Sénégal. On leur donne des autorisations pour l'enseignement moyen et secondaire. Mais pour ce qui est de l'enseignement élémentaire, nous demandons au ministre de faire une circulaire ou de faire une proposition au président de la République. S'il y a même de voir l'Assemblée nationale et de ramener le niveau des enseignants de l'enseignement élémentaire uniquement pour le baccalauréat. Ma dernière doléance, nous demandons aussi au ministre de l'Éducation nationale à ce qu'il mette de l'ordre dans l'enseignement privé au Sénégal. Il y a trop de désordre. Il n'y a plus un respect de la réglementation, de l'espacement entre deux écoles. Il y avait une distance réglementaire au niveau de Dakar, au niveau de la région, au niveau des départements. Mais on ne peut pas libéraliser le système éducatif. La libéralisation ne doit pas concerner l'enseignement éducatif. On laisse les Sénégalais, les jeunes Sénégalais à la merci des voraces. Je dis que, monsieur le ministre, nous vous demandons solennellement, et au nom de l'enseignement privé, au nom du peuple sénégalais, et au nom de nos enfants, que l'enseignement privé soit réglementé, qu'il y ait des commissions de contrôle et de surveillance orientées au niveau des IA et des IF, que ces gens-là descendent dans les écoles et qu'ils constatent de visu ce qui se passe, et s'il y a lieu, prendre des mesures et des sanctions. Et que je sois le premier à être contrôlé. Et sur ces mots, je vous remercie. Je remercie le peuple sénégalais. Je remercie le ministère de l'Éducation nationale pour cette ouverture paisible. Je remercie le président de la République Macky Sall pour le soutien qu'il a fait pour le Covid au niveau de l'enseignement privé. Je remercie aussi Thiaroye Yeumbeul, n'est-ce pas, l'information au cours de la banlieue, qui m'a donné aujourd'hui l'opportunité de parler aux Sénégalais. Sincèrement, je mesure à sa juste valeur l'opportunité que m'avait donnée. Et c'est pourquoi j'ai pris le Dieu Tout-Puissant que Thiaroye Yeumbeul, qui est, n'est-ce pas, un moyen d'information, d'éducation et d'orientation pour la banlieue, que Moubok dans les meilleures chaînes de télévision au niveau national, africain et international. Je vous remercie de l'entretien. On était avec M. Dian, directeur de l'école Expérience. Vraiment, on a été tellement satisfaits. Ça nous a fait également, c'est un grand plaisir vraiment d'aborder en fait les sujets de l'éducation avec un expert, un responsable, un spécialiste, un directeur d'école quand même en fait qui a malgré toutes les difficultés lui aussi a implanté une grande école au niveau de la banlieue aussi. Espérance est un établissement où beaucoup de cadres également sont passés par là, tout le monde le sait. Monsieur Dian, on a abordé avec lui la situation de l'école sénégalaise en ce moment où le Covid-19 affecte le système éducatif. Il invite notamment aux élèves en fait à être plus patient, à venir en fait, chercher du savoir. Il également invite à l'État de prendre ses responsabilités par rapport aussi en fait, au système éducatif. Il également aussi demande aux enseignants
en fait, d'être plus rationnel. Il a demandé aux enseignants d'être plus rationnels. Il a décortiqué avec nous également le système éducatif sénégalais de l'indépendance jusqu'à nos jours. Donc, nous lui remercions. Ça a été un grand plaisir à nous. Nous remercions également Pape Sen, qui est en fait notre caméraman, notre en fait réalisateur, qui fait en fait est en train de faire un travail quand même remarquable, reconnu. Et nous lui souhaitons également vraiment en fait bonne chance, vraiment en fait que Dieu l'aide en fait. Parce que en fait, tout le monde reconnaît également ses efforts qu'il est en train de faire pour en fait, l'amélioration de Thiaroye Yeumbeul. Donc, à très bientôt sur votre chaîne Thiaroye Yeumbeul.